Alors, l'objectif de la séance, c'est donc de continuer à travailler sur, dans la partie UCL, le calcul des charges, le calcul des indices de liaison, le calcul des énergies, et notamment de l'énergie de résonance. Alors, dans tous les problèmes que vous aurez après à traiter sur UCL, soit il faudra tout faire, soit il y aura notamment une de ces informations qui sera la plus relevante possible. Donc à ce moment-là, on va avoir, dans certains problèmes, notamment, ce sera à vous d'être capable de à peu près tout calculer ou d'être capable d'isoler quelle serait l'information la plus importante. La charge atomique, le coefficient orbitalaire. Donc là, en fait, on retrouve les compétences de la première partie du cours, où il faudrait être capable de regarder la partie charge, la partie orbitalaire. Et on va rajouter l'indice de liaison, on pourrait dire. Et sinon, ce serait quelque chose en termes d'énergie, en termes de stabilité de système pi. Alors attention, dans UCL, c'est toujours uniquement le système pi. Donc là, ici, dans le système pi, quand on a une charge atomique, c'est uniquement une charge atomique sur le système pi. Il n'y a pas le système sigma. Vous verrez notamment que les halogènes, ils seront delta plus, parce que en fait, ils sont donneurs pi, mais dans UCL, ils auront donc une charge delta plus. C'est à nous de nous souvenir que sur la partie sigma, ils vont tirer à eux la couverture électronique et la charge totale atomique et le potentiel électrostatique montreraient plutôt quelque chose qui est delta moins. D'accord? Donc, on va voir ça. Alors, nous avions terminé le système à 3 carbones. On va faire la même chose sur le système à 4 carbones. D'accord? Donc, nous avons... Hop là. Hop. Il y a un peu plus de mal. Nous avons donc 4 carbones. Nous avons un système avec les orbitales qui sont données en TD. D'accord? Et nous pouvons calculer les indices de liaison et les charges. Alors, sur les indices de liaison, je voulais chercher Ulysse. On va chercher Ulysse. On va relancer Ulysse. Est-ce que quelqu'un a retravaillé sur la partie entre midi et 2? Donc, pour Ulysse, quand vous faites créer, vous cliquez, il y a un carbone, après vous pouvez faire des glisser-déposer, et vous avez 4 carbones. À partir de là, vous obtenez 4 orbitales, d'accord, 4 électrons. Chaque carbone apporte une orbitale et un électron. On peut optimiser. Je vais zoomer pour que ce soit plus visible. D'accord. Nous avons l'orbitale la plus stable qui est plutôt sur les atomes du centre. Tout est liant. Et donc là, si tu as un problème de son, il faudrait te... Ah ben non, je peux pas lui dire, mais il faut lui dire de se déconnecter et de revenir. Et dans la deuxième orbitale, occupée, vous avez des coefficients plus gros sur les carbones extérieurs. C'est liant entre 1 et 2, liant entre 2 et 3, et antiliant entre... c'est liant entre 1 et 2, 3 et 4, et c'est antiliant entre 2 et 3. Donc là, on a deux interactions liantes pour une interaction antiliante. Celle-ci est moins stable que l'autre. À partir de là, vous avez les résultats qui vous sont en fait la partie, la matrice que vous devez être capable de faire, et vous avez les données. C'est-à-dire que là, on a alpha moins epsilon ici, alpha moins epsilon, alpha moins epsilon, alpha epsilon,
et de lier, on l'avait déjà fait sur le système. Ça, c'est ce que l'on appelle le déterminant séculaire. Enfin, là, c'est l'hamiltonien, mais grosso modo, c'est ça que l'on met dans l'équation de Schrödinger pour pouvoir la diagonaliser, obtenir les énergies et obtenir les coefficients de la matrice. Donc, en fait, nous, on fait le point 1. Après, les mathématiques nous sont déjà données, c'est-à-dire que les mathématiques, le traitement mathématique qui aboutit au point 2, aux orbitales, ça nous est donné. Nous avons bien 2 orbitales occupées. Celle qui est la plus négative en énergie, celle qui est avec les alpha plus un maximum de bêta, c'est la plus stable. Et plus tu te rapproches de alpha, plus tu deviens non-liant. Plus après tu enlèves des bêta, plus tu es anti-liant. On a à partir de là nos coefficients. C'est-à-dire que ici, la charge, si là on a la charge sur l'atome 1, c'est 2 fois, parce qu'il y a 2 électrons dedans, 0,37 au carré plus 2 fois moins 0,60 au carré. Et ça nous donne une quantité d'électrons qui est très proche de 1, qui était la valeur attendue. Ce qui veut dire que la charge nette pour l'atome 1, c'est 0. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. C'est pareil pour tous les autres éléments. Maintenant, on va regarder les indices de liaison. On a l'indice entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4. Donc là, pour l'indice de liaison, je vais mettre ce tableau-là sur le côté. Je reviens. Hop là. On va faire dupliquer. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et là, on en est B et C, en fait. Parce que c'est plutôt C. Indice de liaison. Donc pi. On sait que... Alors, est-ce que... Hop là. L'idée, c'est d'avoir la population sur la liaison C1 sur la liaison C1-C2. C'est 2, car il y a 2 électrons, fois, donc là ici, on a 0,37 sur l'atome 1, 0,60 sur l'atome 2. D'accord? Donc là ici, si vous regardez, on a le dessin des orbitales à droite. On a 0,37 fois 0,60. Antoine, on répondra à cette question après justement. Normalement, le but, c'était une des questions que je pose souvent, c'est une fois qu'on a traité ça, vous devriez connaître la réponse. Mais on y vient justement. Alors, sur les liaisons. Donc là, on va faire ça comme ça. 2, car 2 électrons, fois 0,36, plus 2 fois, donc sur la deuxième orbitale, c'est moins 0,60 fois moins 0,37. Donc là, ici, nous avons 2 fois un chiffre négatif. On voit que là, sur la deuxième liaison, l'orbital n'est pas le même signe qu'en bas. Mais par contre, ils sont tous les deux négatifs et négatifs. Donc c'est bien du liant. Moins fois moins, ça va bien faire quelque chose de plus, et on augmente l'indice de liaison. Alors, 0,37 fois 0,6, d'accord? Ça fait 0,22 fois 2 parce qu'il y avait un électron. Et ça, une deuxième fois, parce que c'est la même chose, mais hop, 2. Ça fait 0,88. 8. Ça veut dire en gros 0,89, parce qu'on va dire que c'est un pourcentage. C'est le pourcentage de liaison.
D'accord? Ça fait 89% de liaison pi. Alors, on l'avait noté comme ça. On avait dit P de C1, C2. On va mettre en indice. On va essayer de les noter comme ça. Hop là. On fait la même chose pour C2, C3, C3, C4. Je vous laisse détailler le faire là. Je vous laisse 3 minutes. Vous appliquez la même formule. Donc, entre C2 et C3, on a cette fois, ici, gros coef avec gros coef, tous les deux positifs, donc ça fait 2 fois 0,6, plus 2 fois, et cette fois-ci c'est des petits coefs, mais il y a un changement de signe. Il y en a un c'est 0,37, et l'autre c'est moins 0,37. Donc là ici, 0,37 fois moins 0,37, c'est négatif le produit, donc ça va diminuer l'indice de liaison. Comme c'est de l'antiliant, ici cette interaction est antiliante, elle casse la liaison pi. Si au final il y a autant d'antiliants que de liants, en fait, on va atteindre un indice de liaison proche de 0. Là, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a une forte interaction liante et qu'il y a une petite interaction antiliante. Donc on obtient quelque chose qui n'est pas 0. Donc on a 0 fois 6 fois 0 fois 6, plus 0 fois 37 fois 0,37 moins fois 2. J'obtiens 0,45. Pour la dernière, nous avons 0,6 fois 0,37 et 0,6 fois 0,37. D'accord? C'est la même chose que la C12 et on obtient de nouveau 89%. Est-ce que vous trouvez la même chose? Alors, on avait dit que quand on fait ça, en fait, Ukel, il nous donne une forme résonante. Donc si on veut raisonner ou si on veut discuter un peu des formes résonantes, on avait le butadiène, d'accord? Il n'y a pas vraiment de forme limite pour le butadiène. Elles sont un peu particulières. Si tu déplaces la double liaison au centre, il y a une forme cumulène qui est bizarre. Ça devrait être linéaire et un radical. Donc le butadiène, généralement, il n'est pas vraiment décrit avec une autre forme résonante. Et on va ici, hop, lui décrire la forme version Ukel. Et c'est là où il y a une petite limite, c'est que quand on choisit ici, là, dans les dessins, hop, les pointillés sont toujours les mêmes. Et en fait, c'est là où c'est faux. Dans Ukel, si on a quelque chose que l'on pourrait affiner, c'est que lui, il nous indique des pourcentages. C'est-à-dire que pour lui,
on a quelque chose qui est à... Alors on va essayer de faire ça en une seule, en une seule ligne. Voilà. Ouais, bof. Tabuation, c'est un peu fort. Lewis décrit un système 100% double liaison à gauche, rien au centre et 100% à droite. C'est pas tout à fait exact. En tout cas, d'après Yukel, on aurait plutôt quelque chose qui est 90% double liaison, 90% double liaison, et au centre quelque chose qui est proche d'une liaison intermédiaire, 1,5, et qui justifie justement que le butadiène, il est conjugué et il passerait pas si facilement entre cis et trans. Ce qui est quelque chose qui est d'ailleurs expérimentalement connu. Il peut le faire, mais c'est pas une libre rotation. Et c'est justement par cette résonance. On va calculer l'énergie de résonance pour vérifier et puis pour comparer par rapport à tout à l'heure. Donc là ici, pour l'énergie de résonance, la partie à droite délocalisée, elle est de 4 électrons plus 448 plus 4... Ah, dommage. Hop, là. Là, on a une énergie totale de Huckel qui est de 4 alpha plus 448 bêta. Alors, la solène, c'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que, en fait, Lewis, le problème des structures de Lewis, c'est que c'est du binaire. C'est du 100% ou 0%. C'est pour ça que d'ailleurs dans le benzène, on vous met des pointillés ou un cercle, mais ça, c'est pas prévu dans Lewis. Dans Lewis, normalement, ou plutôt dans les formules développées comme ça, de cette façon, on localise les doubles liaisons, et donc on devient sur un système binaire, c'est-à-dire c'est simple, c'est double, c'est triple. Et en fait, la chimie, c'est plus compliqué que ça. La chimie permet des interactions graduelles, plus ou moins conjuguées, plus ou moins double liaison, plus ou moins entre l'alcène et l'alcyne. Et c'est justement l'intérêt des méthodes de calcul de pouvoir avoir une représentation de la structure électronique plus fine que du simple binaire. Oui, dans le transbutadiène, tu as au centre pas une liaison simple, tu as une liaison qui est presque à moitié aromatique, conjuguée. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelque chose qui est intermédiaire entre une simple et une double liaison. Alors, attention, hein, 50%, c'est pas une liaison simple. 50%, deux liaisons pi. 0%, ce serait quelque chose qui serait totalement liaison simple. Il n'y aurait rien du tout en liaison pi. Par rapport à ce que on a dit tout à l'heure, dans la partie localisée, donc là quand vous allez dessiner votre forme limite, on a la forme limite qui est ici à côté. Je vais reprendre ça là. Hop, forme limite attendue. On va comparer. Hop. Je mets ça là. Là ici on n'a qu'une seule forme limite à comparer. On va comparer les énergies du système pi de la forme résonante de Huckel et à la forme limite. Donc là, la forme limite, comment on la décrit? Donc là on commence, on a dit, hein, on commence d'abord par la décrire, en dire ben, ça correspond à ça, ça et ça. Et ce sont maintenant des systèmes qui n'interagissent plus les uns les autres.
Il n'y a que Vivien qui essaye d'écrire. Il n'y a personne qui veut se lancer là? Voilà, attends. 4 alpha plus... Je te demande pas une énergie. T'es allé trop loin. Je te demande de me décrire le système limite, comment c'est. Pour la dernière fois, pour la Lille, on avait dit c'est une double liaison et un radical. Donc là, en fait, il faut lire la structure de Lewis et oublier la conjugaison. En fait, on vous a appris à écrire une structure et la lire différemment. C'est-à-dire que vous écrivez par exemple un benzène avec 3 doubles liaisons et dans votre tête, on vous a appris à imaginer une conjugaison. C'est pratique, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc là, ça va trop vite, je veux pas une valeur, je veux pas des alpha et des bêta. Je veux d'abord qu'on se mette d'accord sur... Donc Vivien propose 2 doubles liaisons, une simple liaison. Solène propose 3 simples liaisons et 4 électrons pi. 4 radicaux. Alors, dans Ukel, qu'est-ce qu'on fait des liaisons simples? On les compte pas. Alors, très bien. Donc déjà, tout ce qui est liaison simple, ça disparaît. Donc là, on a le choix entre 2 doubles liaisons ou 4 radicaux. Et en fait, vous devez lire Lewis. C'est-à-dire que dans la Lille, le radical, on le voit dans la structure de Lewis. Là, ici, si on considère la forme limite, on n'a pas 4 radicaux, on a juste 2 doubles liaisons qui ne communiquent pas l'une avec l'autre. Et ça, ce serait la forme où on enlève toute interaction, toute conjugaison. Et on compare entre les deux. D'accord? Donc là, forcément, on va dire, non, c'est moins stable. Mais là, on est sur des systèmes justement où on s'étalonne, c'est les débuts, et effectivement, celui-ci, il est résonnant. Et on le sait, et c'est d'ailleurs peut-être des fois une des difficultés que j'ai avec en TD sur certains groupes, c'est mais je comprends pas, etc. Tant qu'on n'a pas vu les anti-aromatiques, on aura souvent une énergie de résonance qui sera en faveur d'une énergie de la version délocalisée. Alors, là ici, tu as un système où il n'y a qu'une seule forme limite. C'est pour ça que vous appelez pas ça forcément une forme limite, mais tu n'as qu'une seule forme. Tu pourrais en fait en dessiner une autre où tu déplaces une des doubles liaisons au centre, mais dans ce cas-là, tu as un cumulène avec une charge. D'accord? Et clairement, celle-ci, elle est beaucoup plus instable que l'autre. Donc là, ici, on a juste 2 doubles liaisons. L'énergie d'une double liaison, c'était quoi?
c'était l'énergie alpha plus bêta avec 2 électrons. Pas deuxième. Donc là, c'est 2 parce qu'il y a 2 doubles liaisons et 2 électrons dans chaque. Alors oui, on pourrait définir une autre double liaison, une autre forme limite, mais qui est vachement plus haute en énergie. Ah non, tu pourrais pas avoir qu'un seul, avec un carbanion, un carbone. Attends, si tu déplaces là, ou sinon tu peux faire une autre forme limite. C'est tu mets une double liaison au centre et un radical de chaque côté. Mais elle est encore plus instable, par exemple. Alors, dans Ulysse, alors je termine ici, déjà. Donc là, ça fait 4 alpha plus 4 bêta. D'accord? Ce qui veut dire que l'énergie de résonance, c'est la différence entre les deux. Et elle est de 0,48 bêta. En faveur de la forme délocalisée. Alors, dans Ulysse, vous pouvez générer les mésoméries. C'est ce qui est à droite là. Tu peux lui demander de générer justement les structures de Lewis et les différentes formes mésomères et leurs énergies. Et après, ça te permet de comparer la différence. Donc là, tu as une énergie de 4 alpha plus 47 bêta avec les arrondis. Et quand tu lui demandes de tout générer, il en trouve une ici qui est... Alors, hop, si on clique là, il en trouve une là. Elles sont où? Là. Il en trouve qu'une seule. Pour lui, c'est celle-ci. Où on a deux doubles liaisons dégénérées à alpha plus bêta et deux antiliantes. Donc ça, c'est la version totalement localisée. Et on peut aller en chercher une autre qui serait celle-ci, tu vois, celle que tu disais. Ah, voilà. C'est-à-dire que là, en fait, il a pris celle que tu dessinais, que tu proposais, Antoine, c'est-à-dire il met un doublé à gauche, une charge à droite, ou alors à l'inverse, le doublé à droite et la charge à gauche, et en énergie, elle est encore plus haute. Celle-ci, elle a une énergie de 4 alpha plus 2 bêta. C'est-à-dire que là, ici, on a alpha plus bêta pour 2 électrons, et on a 2 électrons qui sont sur un carbone, c'est-à-dire tu rajoutes 2 fois alpha, ça te fait une énergie de 4 alpha plus 2 bêta. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie parce qu'il n'y a pas d'électrons. Donc ça, c'est 4 alpha plus 2 bêta. C'est encore moins stable que celle-ci qui est de 4 alpha plus 4 bêta. Et donc, celle qui serait la plus stable de tous serait la forme résonante. Et dans Ulysse, on voit des pointillés plus forts que d'autres. Donc là, ici, on sent que l'indice de liaison est plus faible que là. Si vous lui demandez d'afficher les charges, vous pouvez voir ici qu'il y a les charges atomiques et là les indices de liaison. L'indice de liaison est de 0,89, 0,45, des charges de 0, 0,89. Donc pour un coût mathématique assez faible, on arrive à décrire une structure électronique fine et on va être capable de faire pas mal de choses. On va terminer l'exercice du TD, d'accord? Donc là ici, on est sur la page 15. Écrire le déterminant séculaire pour ce système. On l'a fait. Combien y a-t-il de solutions au problème?
il y a 4 énergies, il y a 4 orbitales moléculaires. La diagonalisation de cette matrice aboutit aux racines suivantes. Donc les racines en mathématiques, ce sont les solutions. Donc là, ça veut dire que tu as 4 énergies différentes. Après normalisation, on obtient les combinaisons notées ci-dessous. Donc il y a diagonalisation, fabrication de ton diagramme, de ton déterminant et utilisation des conditions de normalisation afin d'obtenir des coefficients. Représenter ces OM, construire le diagramme d'orbital du système pi, on l'avait déjà fait la dernière fois. Quelle est l'énergie totale du système pi? Donc vous devrez être capable de le faire et il suffit de compter les énergies de chacun des électrons. À partir de là, on vous donne aussi les énergies et la représentation, alors c'est marqué au verso mais maintenant c'est en dessous, les énergies et la représentation des orbitales moléculaires obtenues après un calcul du système complet sur ordinateur. Donc là c'est plutôt, donc c'est ce qu'on appelle une méthode DFT, c'est pas une méthode approchée aussi sommaire que Yukel. Elle prend en compte tous les électrons. En observant ces orbitales moléculaires, dire si elles proviennent d'un calcul canonique ou hybridation. Alors, sachant que donc ça c'était traité en cours à l'époque, mais ça l'est beaucoup moins, la réponse est sur un ordinateur, il travaille toujours sur des orbitales canoniques. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas antériori, c'est-à-dire il ne choisit pas déjà dire ah tiens, mon carbone est sp2, je mets des orbitales sp2. Il prend des orbitales s et p pures, et s'il trouve que par symétrie, le mieux c'est de mélanger du S et du P pour avoir quelque chose qui s'hybride, il le fera. Mais donc il ne fait pas d'a priori. C'est-à-dire qu'il part au départ d'orbitales S et P pures, par contre il a le droit de les mélanger en fonction de ce qu'il y a autour comme environnement, on va dire. C'est-à-dire que le traitement mathématique fait que par combinaison, par symétrie, il va pouvoir dire bah tiens, tel orbital et tel orbital peuvent se mélanger avec ces deux orbitales là, et ça me permet de minimiser mon énergie. Bien. Lesquelles de ces orbitales appartiennent au système pi? C'est-à-dire, quelles sont ces orbitales qui correspondent à un recouvrement pi? D'accord? Vous répondez quoi? Alors, ce que serait bien, c'est que Vivien, Antoine, Solène, Thomas, Alban, ils répondent pas, et qu'on voit un peu d'autres personnes écrire sur le chat. Et quand quelqu'un propose quelque chose sur le chat, n'hésitez pas à mettre des pouces en plus ou en moins pour essayer d'indiquer si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'ai un peu l'impression qu'il n'y ait pas que 4 personnes qui travaillent. Je sais qu'on ne sera pas aussi interactif qu'un vrai TD où je passe dans les rangs, mais voilà, si on peut essayer de dynamiser un petit peu le chat, ce serait bien. L'OM 14. Première proposition. Pour l'instant, je confirme pas, hein, je lis juste. Ah, je n'ai pas demandé. Alors, oui, si on te demande est-ce que c'est de type pi, c'est pas forcément pi liant, je veux dire. Est-ce que c'est de type voilà, est-ce que ce sont des recouvrements pi? Donc là, tu as raison. Dans l'idée où il faudrait pas lire laquelle est la pi entièrement liante. C'est celle qui a des interactions de type pi. Donc on a 14, 15, 16.
Donc la 15 votée 3 fois. D'après vous, on cherche combien d'orbitales? Pourquoi 2? Parce que l'on a 2 systèmes pi. Attention, tu as 2 liaisons pi. Mais chaque liaison vient de 2 carbones. Et chaque carbone apporte une orbitale atomique. Et donc on en a 4. Dans une double liaison, tu as une liante, une antiliante. Donc si tu me dis j'ai 2 doubles liaisons, j'ai 2 liantes, 2 antiliantes, ça me fait bien 4 orbitales moléculaires. Le plus simple, c'est de considérer combien j'ai d'atomes qui participent au système pi, et c'est autant d'orbitales que je dois chercher. Donc en fait, on doit rechercher et on doit retrouver les 4 mêmes orbitales que Yukel. Si on ne trouve pas les orbitales de Yukel, bah c'est que Yukel il dit un peu n'importe quoi. Est-ce que l'on retrouve les orbitales de Yukel? Qui est qui? La 18 aussi, totalement liante. Ok. Donc là, on part sur 14, 15, 16, 18. Alors, par rapport à Yukel, qui est qui? Et comparé aussi avec le diagramme d'énergie en haut. Le diagramme d'énergie en haut vous donne les valeurs des orbitales et qu'est-ce que c'est en énergie, etc. La 14 est de plus basse énergie, elle est totalement liante. Non, Erwin, en fait, la forme résonante, c'est l'ensemble du diagramme. C'est pas juste une orbitale, c'est l'ensemble du diagramme. Là, ici, si tu regardes la forme dans Yukel, l'orbitale qui est à alpha plus 1,62 bêta, elle est entièrement liante, elle est plus grosse au centre qu'à l'extérieur. C'est l'OM 14. Et si on regarde dans le diagramme de la page 15, l'orbitale 14, c'est bien la HOMO-1. Et si on monte l'orbitale 15, qui est la HOMO, elle est liante sur les bords extérieurs et antiliante au centre, c'est bien ce qui est représenté ici dans la HOMO de Yukel. Et elle a des gros coefficients à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc on a bien la HOMO. La LUMO, c'est l'orbitale 16. L'orbitale 16, on a liant au centre et antiliant avec les extérieurs. Et c'est ce qu'on retrouve ici. À la différence que dans Yukel, les coefficients semblent un peu plus gros. Mais on a exactement la même topologie. On a la même interaction entre chaque carbone voisin, etc. Et les coefs sont pas si mal. Et c'est bien la LUMO. Et celle qui est totalement antiliante, eh ben par contre, c'est la 18. La 17, elle n'existe pas dans Yukel. Comme elle n'est pas dans le système pi, bah Yukel, lui, il la voit pas. Donc il passe de la LUMO à la LUMO plus 1, de alpha moins 0,62 bêta à alpha moins 1,62 bêta. Et celle-ci, bah, elle n'existe pas pour lui. Et toutes les autres en dessous de l'orbitale 14,
elles n'existent pas parce qu'elles ne sont pas dans le système pi. Ce qui veut dire que là, pour le butadiène, Yukel, il a bien la HOMO et la LUMO. Il a bien la bonne tête des orbitales, il a bien les coefficients qui sont proportionnellement dans le bon ordre, il n'a pas de valeur exacte, mais il a l'ordre des orbitales. Mais si jamais, dans ton système, une orbitale moléculaire de type sigma s'intercale, et que ce serait la HOMO ou la LUMO, ben dans ce cas-là, Yukel n'est pas pertinent. Il risque même d'être trompeur. D'après la topologie de la HOMO, avec quel carbone cette molécule va-t-elle réagir préférentiellement? Donc là, quand on regarde le diagramme sur la HO, les gros coefficients sont les carbones extérieurs. C'est ce que l'on avait déjà vu quand on avait fait la Diels-Alder. Sauf que là, on a même des différences de coefficients, avec des valeurs. Alors, quelle partie? Depuis combien de temps? Est-ce que tu es d'accord que l'orbitale 14, elle représente la première orbitale du système de Lewis, de Yukel? Elle est totalement liante et elle est concentrée au centre. Très bien. La 15, c'est celle qui est au-dessus, juste là, la alpha plus 0,62 bêta. La 16, c'est celle qui est au-dessus. Et après, c'est la 18. Alors que dans le diagramme, il n'y a pas l'orbitale 17. L'orbitale 17, c'est une orbitale de type sigma. Enfin, quand je dis de type sigma, c'est plutôt de symétrie sigma. C'est quelque chose qui est un peu bizarre d'ailleurs comme orbitale. Donc c'est quelque chose qui n'est en tout cas pas pris en compte dans le système pi. Si tu imagines que cette orbitale 17 en fait c'était la 16, c'est-à-dire que si tu la décales en énergie, tu la descends en énergie. Si par exemple tu as une lacune électronique ou si tu as une orbitale sigma étoile qui est plus basse que tes pi étoiles, si tu utilises Yukel, tu ne le verras pas cette orbitale. Yukel, pour lui, il n'y a que 4 orbitales. Toutes les autres, elles ont disparu du problème mathématique. Donc, Yukel ne peut discuter que de la réactivité quand elle dépend du système pi. Quand vous êtes en train de fabriquer vos problèmes, d'accord, il y en a certains qui utilisent Ulysse et les systèmes pi. C'est parfait, c'est rapide, vous êtes autonome. Mais attention, si jamais vous faites quelque chose qui dépend, on va dire, d'un système sigma, ou si vos orbitales moléculaires en fait dépendent du sigma, eh ben vous ne serez pas capable d'en parler avec Yukel. Alors souvent ça se voit. C'est parce que Yukel, quand on l'utilise, si ça nous donne quelque chose qui est incohérent avec l'expérience, eh ben, il faut être capable de se dire bah, peut-être que Yukel n'est pas pertinent sur cette partie-là parce que le mécanisme en réalité ou parce que les orbitales frontalières ne sont pas de type pi. Et on a dû oublier une orbitale de type sigma, sigma étoile ou non liante qui traîne, qui n'apparaît pas dans ce système-là. Ça va mieux? Juste comme ça, il y avait une question qui était à quoi correspondent les orbitales 1, 2, 3, 4?
Donc là ici, nous avons dans l'exercice l'orbital 1, 2, 3, 4, d'accord? C'est la HOMO-14, HOMO-13, HOMO-12, HOMO-11. Donc ce sont les 4 premières orbitales du système. Regardez leur énergie. Et proposez-moi une explication. Pas Vivien, pas quelqu'un qui est déjà intervenu. Pas Lucie non plus donc. C'est vrai, la 1 et 2 et la 3 et 4 ont même énergie. En réalité, honnêtement, je pense que on peut considérer que les 4 ont même énergie, si ça peut vous aider. Oui, monsieur. Ce sont les électrons 1s des carbones. Voyez bien la différence, l'abîme en énergie. Les électrons de cœur sont à moins 278, moins 279 électronvolts. En spectrométrie de masse, quand on envoie 70 électronvolts sur une molécule pour lui arracher un électron, on n'arrache pas un électron de cœur. Hein. En fait, vous arrachez de façon sûre un électron de valence et vous avez un surplus d'énergie pour la partie cinétique. Mais en tout cas, les électrons de cœur du carbone, pour aller les chercher, faut y mettre le prix. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font pas de chimie. Ils sont tellement stables, tellement près des noyaux. Les électrons de cœur, alors, non, ils ne sont pas impliqués en soi. C'est-à-dire que le calcul, lui, il les prend en compte parce qu'ils existent, parce qu'ils vont faire de la répulsion électronique, parce qu'on en a besoin, mais en soi, ils ont, en termes d'énergétique, tu les vois qui sont à part en fait. Il va les mettre chacun de leur côté, tranquillement, et voilà. Mais ils existent. C'est-à-dire que tout comme certaines orbitales sont totalement atomiques, ben voilà, les orbitales moléculaires sont pas tout le temps sur tous les atomes ou plusieurs atomes. Là, on aura une orbitale moléculaire qui est en fait une orbitale atomique qui est centrée sur un atome. Mais par contre, on doit bien retrouver les 1s pour chacun. Ça, c'est pour les électrons, quand on prend en compte tous les électrons. Euh, Avant de faire le benzène, on va faire l'exercice 2 de la page 16. C'est le cyclobutadiène. Donc, on va prendre ça. Voilà. Ah si, Quentin, on peut tout à fait affecter les électrons de cœur, on peut même les arracher. C'est de la spectroscopie qui coûte un peu cher en énergie. Et oui, j'ai pas répondu à la question 13. Ce sont des orbitales, ce sont des CH, d'accord? Et alors attends, si je te la fais, mais bon, je la trouvais pas super importante, mais je vais te la dessiner. On va faire ça, ça, hop, ça, ça, et maintenant on va mettre les orbitales S.
Ah ouais, mais non. Faudrait que ce soit plus petit quand même. Hop, voilà, un truc comme ça. En sigma. Donc là, c'est les CH qui n'apparaissent pas dans la structure de Lewis, hein, mais comme bravo. Hop, la même. Voilà. Est-ce que tu le vois? Tu es d'accord? Ben, en fait, c'est de redessiner. C'était l'exercice. euh, C'était redessiner en termes atomiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu retrouves la combinaison linéaire. Tu as l'orbital moléculaire et tu as la combinaison linéaire qui correspondent. Et ce qu'on aurait pu dire, c'est certains disent, ben, là c'est un recouvrement latéral entre les orbitales pi, mais qui sont sur le plan de la molécule. Sauf que tu vois que là, en fait, c'est du pi étoile, hein, sur les extérieurs, et en fait, il n'y a pas de pi sur ce plan-là. Tout le système pi d'une molécule plane, c'est les orbitales qui sont perpendiculaires au plan. Quand tu as ce genre de recouvrement latéral sur les côtés, tu as en fait ici une compensation sur la partie liante et antiliante et tu n'as pas de triple liaison en fait dans ce genre de molécule. Voilà. À l'époque, c'était la dernière question du CC, etc. C'était pour vous tester. Voilà, c'était. Mais c'était plus en rapport, notamment, es-tu capable, à partir d'une orbitale moléculaire, de retrouver les combinaisons linéaires à laquelle correspond une orbitale moléculaire. Hop là. Donc là, on va faire une première comparaison, cette fois-ci, donc avec l'exercice 2, entre un système ouvert. Ah, si, on a une autre question. Entre le 6 et le trans, dans UCL, quelle sera la différence? Donc c'était une question qu'avait anticipé Antoine. Maintenant qu'on a traité le système, on est un petit peu plus familiarisé avec, avec UCL, quelle serait la différence entre le 6 et le trans? Aucune. Si on reprend la matrice là, que le 4 tu le places là ou pas, de toute façon tu ne prendras pas en question l'interaction entre le 1 et le 4 dans UCL. Il n'y aura pas d'interaction. Donc pour lui, ils sont pas voisins et donc peu importe. Que tu mettes un angle à 90, 100 degrés ou machin, il s'en fout. Donc sur le système pi, UCL, lui, il voit pas de différence entre 6 et trans. Maintenant, dans ce système-là, par contre, les choses changent. Donc, on écrit le diagramme, le déterminant séculaire.
Vous tournez dans l'ordre, d'accord? Vous tournez que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, mais vous écrivez dans l'ordre, d'accord? Vous tournez 1, 2, 3, 4. Ça vous permet après de faire le diagramme d'orbital moléculaire. Donc, déterminant séculaire, diagramme d'orbital moléculaire, énergie de liaison, énergie de résonance, population, la totale. Pour le déterminant séculaire, le fait de se faire une matrice avec les coordonnées, hop, avec ici les noms, moi j'utilise là pour dire ben voilà, hop, je me mets les 1, 2, 3, 4, d'où il faut que je me note les 1, 2, 3, 4. D'abord, en fait, on va bien le passer comme ça. Je vais avoir le déterminant après. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai fait entre guillemets une petite erreur entre guillemets. Comment j'aurais dû décrire mon cyclobutadiène? Si là je veux parler de la forme en fait que va calculer Yukel, comment j'aurais dû écrire mon cyclobutadiène? Oui. En fait, là, moi j'ai écrit une forme limite et je vous ai dit ah, on vous a appris et je fais la même erreur. Donc c'est pas cool, on va essayer de faire ça proprement. Donc là ici, dans le cyclobutadiène, hop, je vais tricher, je vais mettre une orbitale au centre. Hop là. Raté. Je veux que l'orbitale. Voilà. Voilà. Ce que calcule Yukel, c'est ça. Et après, on va comparer avec justement la forme limite. Donc, dans la matrice, 1 est voisin, je vous ai dit de le mettre dans l'ordre et je ne le mets pas dans l'ordre. Hop là. 1 est voisin de 2 et de 4. Donc là, cette fois-ci, dans la ligne... Allô, voilà. Hop là. Il veut pas que je... Bon, écoute, c'est pas cette ligne-là, mais ça va sur celui-là. Voilà. Donc 1 est voisin de 2 et de 4. 2 est toujours voisin de 1 et 3. 3 est toujours voisin de 2 et 4. Et donc 4 est voisin de 1 et 3. Donc c'est pas la même matrice que tout à l'heure. C'est la liaison entre 1 et 4 qui fait qu'on a une matrice différente. Donc la diagonalisation
aboutit à des énergies différentes. Donc je prends mes orbitales, hop, hop, hop. J'ai bien 4 orbitales. Ah oui, j'ai oublié de mettre Homolumo tout à l'heure. Oh, pas bien. Alors, je copie. Je mets. Je vais juste les placer. Voilà, quand même. Donc là, on me dit qu'on a alpha plus 2 bêta. Donc là, on a un niveau qui est totalement liant, qui est plus stable qu'avant. Et on a 2 fois alpha. D'accord. Et après, on a alpha moins 2 bêta. On a un niveau anti-liant qui est plus instable qu'avant. Ça jarte. Ça jarte. On va essayer de centrer. Voilà. On a 2 électrons là. Et là, par contre, on a un électron. Là. Et un électron là. On va dessiner nos orbitales. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je les dessine directement là? Je pourrais avoir peut-être une version un peu plus jolie. Non, c'est une erreur de Ulysse. Comment le sait-on ça? Tu veux dire quoi ça? Deux orbitales avec un électron dans chaque. Ah, c'est la règle de remplissage de Hund. Quand tu as deux orbitales dégénérées, tu commences par mettre tous les spins opposés alignés. D'accord? Donc là, tu le sais parce que tu as alpha et alpha. Et ils ont chacun un électron. Alors, la première orbitale, c'est une orbitale pi. Alors l'orbital pi, ah oui, il va falloir que je le fasse avec deux orbitales. Très bien. Allez, hop. On va faire ça un petit peu plus petit. Après on aura des 0,71. Alors on va. Tu n'as pas compris pourquoi tu as deux orbitales? Ben, parce que c'est le calcul qui te le dit. Mais je vois bien que ça t'embête que en fait, parce que tu reviens à la même question à chaque fois, c'est le diagramme, t'as compris, et en fait, boum, les orbitales et les coefficients, ils arrivent comme ça, un peu comme par magie, et ça te frustre, j'ai l'impression. Voilà. Ou en tout cas, où t'avais pas vu le tableau, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc ça va être dans un sens. On va avoir besoin dans l'autre sens aussi. Comme ça, mais lui au fond. Et maintenant, on va pouvoir essayer de faire un peu de ménage. Voilà. Donc là, ici, on a la même mais en version plus petite. Voilà. Donc ça, sur cet atome. En plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5. Donc la première orbitale, c'est ça. C'est 0,5, 0,5, 0,5, 0,5.
La dernière orbitale, c'est 0,5, moins 0,5, 0,5, moins 0,5. Donc cette fois-ci, c'est totalement antiliant. Donc ça va être dans ce sens-là. Puis là, ça va être dans ce sens-là. Puis là, hop, je vais inverser. Alors, reviens. Alors, voilà. On va essayer de garder la même perspective. Bon, c'est un peu choquant. Hop là. Donc là, on a bien positif, négatif, positif, négatif. Après, l'autre orbitale, les deux autres orbitales, c'est 0,71, rien, moins 0,71. Donc là, on va faire ça. Ici, rien, puis moins 0,71. Et l'autre, c'est là où il n'y avait rien, il y a un moins 0,71 et un plus 0,71. Hop là, on va recopier tout ça. Voilà. On a deux électrons dans une orbitale totalement liante, deux électrons dans une orbitale... non, pardon, un électron dans une orbitale qui est comment? Si on regarde les orbitales du centre, là, elles sont comment? Ah, t'aurais pu laisser Lydia derrière. Mais donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Non liant, très bien. Les atomes 1 et 3, ou 2 et 4, ne se ressentent pas entre eux. Ils apparaissent sur l'orbitale, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. C'est donc une orbitale non liante. Et les orbitales non liantes ont une énergie alpha. Bien, donc pour lui, l'énergie totale, donc là on va, hop là, hop là, hop là, hop là. On va essayer de gagner un peu de place. Voilà. Ah oui, au passage. B, diagramme. Diagramme d'OM. Et C, énergie.
Et presque. Voilà. Donc l'énergie totale de Yukel, c'est la somme. Donc on a alpha plus 2 bêta fois 2. Donc ça fait 2 alpha plus 4 bêta plus alpha plus alpha. Ça veut dire 4 alpha plus 4 bêta. Je vais peut-être reposer tranquillement le quand vous allez relire. Pour pas que vous ayez l'impression que ça tombe comme ça. C'est 2 fois alpha plus 2 bêta plus 2 fois alpha. Comparaison des énergies. Alors, hop. Ça, on va le zapper. On commence à avoir l'habitude, entre guillemets. La forme attendue. Donc cette fois-ci, je peux remettre ma forme à moi. Enfin, la forme de départ. Voilà. Quelle est l'énergie localisée dans ce cas-là? Plus, moins, plus. Oui. Si vous voulez écrire des... Pourquoi on a ajouté 2 alpha? Ah, ben parce que, regarde, tu as un électron qui a une énergie alpha plus 2 bêta, un électron alpha plus 2 bêta, et là tu as un électron qui a une énergie alpha, et là un électron qui s'appelle alpha. Alban propose 4 alpha plus 4 bêta, mais il n'y a pas de justification. Darensk propose 2 fois alpha plus bêta, c'est-à-dire en gros 2 doubles liaisons non conjuguées. Et donc ça fait bien 4 alpha plus 4 bêta. J'apprécie le fait que vous preniez le temps d'essayer d'écrire en symbole pour les A et B, ça aurait marché aussi. Mais donc, ici, là, on a une forme d'énergie localisée qui a rigoureusement la même énergie que la forme résonante, d'où on a une énergie de résonance de 0. Alors, si tu veux, Lucie, c'est pareil. Souvent, on considère que la LUMO, c'est celle qui est entièrement vide. Mais honnêtement, tu n'as pas tort dans l'idée où si tu dois rajouter un électron, il ira dans là où il y a le premier trou le plus bas. Donc là, ici, on a un système qui a une énergie de résonance nulle. Le fait qu'il conjugue ou pas, d'après Yukel, n'a aucun changement sur l'énergie. On le voit, il gagne à mettre 2 électrons partout sur les 4. Donc là, ça c'est clair. La première orbitale, elle est stabilisée dans la forme du cycle. Par contre, après,
il est bloqué. Et oui, c'est pour ça qu'il n'est pas très stable. Et que même le cyclobutadiène, on n'arrive pas à le garder parce qu'il aura tendance à pas rester comme ça. Donc là, en fait, on a 4 électrons pi et on a une énergie de résonance nulle. Si on passe dans le cas du benzène, il y a 12 atomes, il y a 6 atomes de carbone, donc 6 électrons pi. Le diagramme, on l'avait déjà fait la dernière fois, il y a bien une interaction entre l'atome 1 et 6, parce qu'on a bouclé la boucle. Hein. On nous donne les orbitales, et ça nous donne un schéma qui est comme ça. Il y a quelque chose qui apparaît qui est assez marrant, qui a été remarqué par Coulson. C'est que si vous faites le diagramme du carré, vous avez un losange. En fait, si vous avez la forme, là, vous voyez, si au lieu de l'avoir orienté comme ça, je l'avais orienté en tournant, avec une pointe vers le bas, vous avez votre carré. Si vous regardez le benzène, votre diagramme d'orbital moléculaire, c'est un benzène. C'est un hexagone. Et en fait, ça marche sur tous les monocycles. C'est-à-dire que un cycle à 4, un cycle à 3, un cycle à 2, un cycle à 2, bravo, un cycle à 5, un cycle à 7, etc. Et c'est inscrit dans un cercle de rayons alpha plus de bêta. On commence par mettre une pointe en bas, et vous avez, par exemple, le cycle à 5, vous pouvez le retrouver avec même les énergies correctes au passage. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Donc ça c'est un petit détail, marrant, stylé, comme l'a remarqué votre camarade. À partir de là, j'ai, juste au passage, je profite. Ici, j'ai 2 électrons dans alpha plus 2 bêta. Donc ça me fait 2 alpha plus 4 bêta. Plus alpha plus bêta 4 fois. Donc ça me fait 6 alpha plus 8 bêta. Donc ici, je regarde mon benzène, j'ai 6 alpha plus 8 bêta. Si je regarde l'énergie de 3 éthylènes, c'est-à-dire 3 doubles liaisons séparées, j'ai 6 alpha plus 6 bêta. Ça fait une énergie de résonance de 2 bêta. Alors, ah oui, j'utilise pas la même définition d'énergie de résonance que mon camarade. Je vais... Alors, bon, c'est pas très grave. Mais l'énergie de résonance, là, il n'a pas explicité la formule. Lui, il fait celle qui est délocalisée moins la localisée. Donc, quand il a une énergie qui est comme ça, comme en fait, il veut une énergie positive, bah, comme bêta est négatif, ça fait un moins. D'où, si vous remarquez, quand j'écris mon énergie de résonance, je détaille et je mets en faveur de. C'est-à-dire que je précise dans ma formulation. Donc vous pouvez utiliser l'énergie de résonance comme vous voulez. Hein. Vous devez juste m'indiquer quelle est la plus stable et quelle est la différence. Ça me permet de comprendre que vous vous souvenez bien que alpha et bêta sont négatifs et de savoir qui est le plus stable des deux. Donc là ici, avec le benzène, la forme la plus négative, la plus stable, c'est 6 alpha plus 8 bêta. Donc c'est elle la plus négative. Et en fait, il a regardé, et je finis là, il a comparé non pas avec 3 éthylènes, mais il a comparé avec la forme ouverte, mais qui conjugue. C'est-à-dire qu'il a regardé si, en fermant le cycle, mais en gardant la conjugaison, c'est-à-dire en fait, tu as cassé juste une liaison sigma qui permet de conjuguer sur tout le reste, laquelle des deux est la plus stable. Et là, ici, quand tu fais ça résonne, mais ça résonne moins bien que le benzène. Et rien que cette liaison en plus, ça te rajoute un bêta. Un bêta
pour le même nombre d'électrons. Quand on a un système à 4 électrons, celui qu'on a fait, on voit que celui-ci et les deux éthylènes ont la même énergie, et que le butadiène qu'on a traité juste avant, la forme ouverte, elle est plus stable que la forme fermée. Donc là, on avait 4,47 bêta. Là, on a 4 bêta. Là, on a 4 bêta. Ici, l'énergie de résonance est 0. Et là, l'énergie ouverte, pour le même nombre d'atomes, elle est plus stable sous cette forme-là. Et c'est cette comparaison-là qu'il a fait, Yukel, pour en déduire son aromaticité. Quand tu considères un cycle à 4, la forme ouverte est plus stable. Un cycle à 6, la forme fermée cyclique est plus stable. Un cycle à 8, la forme ouverte est plus stable. Un cycle à 10, la forme cyclique, enfin vous commencez à comprendre, donc ça fait 6, 10, 14, 18, 4, 8, 12, 16 et 20. Avec cette forme-là, en comparant l'énergie de résonance du cycle moins le polyène, on retrouve la règle de Yukel. 4n, c'est-à-dire si tu as un multiple de 4, eh ben non, tu es anti-aromatique. Si tu es à 4n plus 2, tu es aromatique. Voilà, on reprendra là la prochaine fois. Je vous encourage fortement à vous entraîner sur l'exercice 3 de la page 16. On le corrigera probablement pas, mais normalement vous êtes capable de tout faire. Donc en fait c'est un nœud papillon. C'est une forme qui existe. Hein. Vous avez un joli nœud papillon, et la question c'est de savoir, est-ce que ça c'est aromatique ou pas. Alors, on pourra poser les questions la prochaine fois qu'on se voit en cours TD. Hein. D'accord? À moins que vous êtes bloqué, dans ce cas-là, oui, par mail, ça marche aussi. Je vous tiens au courant pour le jour et l'horaire du CC. Ah si, important avant de partir. Vous avez un lien Moodle sur l'espace Moodle de Spectro parce que Nicolas Zigon va organiser un TP démo, c'est-à-dire qu'il va se filmer, il va vous montrer la vidéo et vous allez après avoir un créneau de TP où vous serez connecté en même temps que lui et vous avez un travail d'analyse. En gros, toute la partie manip, il vous la démontre, il vous explique en gros comment ça marche, etc., ce qui est attendu, ce que vous auriez pu voir. Comme ça, au moins, vous pouvez au moins voir des choses. Et à côté, vous avez un travail d'analyse qui servira pour le compte-rendu. Ça, c'est dans le Moodle. C'est dans le Moodle de Spectro. Et a priori, le créneau, j'ai cru voir passer un mail, c'est mardi 10 après-midi. Et on va décaler ce que vous avez actuellement. C'est-à-dire que s'il y avait des choses mardi 10 après-midi, ça va sauter et ça va être décalé. Et effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur un créneau ou 2 créneaux sur le groupe 3. Le problème, c'est que là, justement, vos emplois d'un temps, le lien est censé être déjà dispo. Oui, mais on est dans l'espace Moodle de la Spectro. Mais normalement, il m'a dit qu'il l'avait mis. Ça fait un lien vers Teams. Alors, calendrier. Qu'est-ce que vous avez comme disponibilité la semaine prochaine, là, le groupe 3? Ouais, je vais peut-être les fixer avec Nicolas d'ailleurs, plutôt. Je vais essayer de voir. Le groupe 3. Faut que je me le note. Ah oui, attends, je vais peut-être arrêter l'enregistrement.